Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à frissonner. Je vous propose un nouveau format de vidéo qui j'espère vous donnera envie d'aller camper et de raconter des histoires au coin du feu. Ce sont des anecdotes récoltées au fil du temps, certaines sont très anciennes et ont été transformées, mais c'est simplement pour vous donner une idée du folklore local sans forcément avoir besoin de réfléchir. C'est parti. L'Écosse est un des territoires les plus riches culturellement et historiquement qu'il m'ait été donné d'arpenter. Ce n'est pas pour rien qu'il est réputé pour être la région la plus hantée du monde. Chaque recoin de terre, chaque lieu a sur lui une empreinte qui révèle les profondeurs et parfois les tragédies de l'histoire. C'est aussi le berceau d'un peuple qui croit aux fées, aux lutins et bien sûr aux sorcières. À travers les lieux que j'ai pu visiter, je vous emmène dans l'Écosse hantée. Elle est présentée comme la ville la plus hantée au monde. Grassmarket, l'ancienne place d'exécution en contrebas du château ayant marqué au fer rouge l'histoire de la ville pour les nombreuses condamnations au bûcher des sorcières ou des pendaisons des traîtres, en est sûrement une des explications. Le roi Jacques VI était tellement obsédé par la sorcellerie qu'il a créé une réelle chasse aux sorcières au cours du XVIIe siècle à Édimbourg. Les femmes scientifiques ayant du caractère, se rebellant contre leur mari ou dénonçant des crimes étaient considérées comme des sorcières et étaient tuées sans raison valable. On recense entre 300 et 500 femmes brûlées vives au marché du Royal Mile. Aujourd'hui, il est possible de visiter cette place. La ville est surmontée par un château aux dimensions extravagantes, dans lequel ont vécu tous les souverains britanniques et où se sont déroulés les scénarios les plus machiavéliques. Parmi les récits les plus anciens et les plus sombres qui hantent l'histoire d'Édimbourg, il y en a un qui remonte au Xe siècle et qui met en scène un soldat nommé Grim. Cet homme, dont le cœur fermé à la compassion et animé d'une ambition dévorante, parvint à usurper le trône de Malcolm III, roi légitime d'Écosse. Retenez bien ce nom parce qu'on va en reparler dans une autre histoire. Il résidait au château d'Édimbourg, aux côtés de la reine qui l'avait conquise avec la couronne. Cependant, ça ne suffisait pas à apaiser ses désirs, et il passait le plus clair de son temps à chasser dans les forêts environnantes. Lors de l'une de ses expéditions, il aperçut une chaumière isolée, habitée par une jeune femme et son père. Sa beauté éclatante attira immédiatement l'attention de Grim, qui, tel un prédateur, décida de la séduire. Il envoya ses hommes enquêter sur elle, découvrant qu'elle se nommait Bertha et qu'elle vivait avec son père âgé. Leur rapport faisait état de ses affections pour lui. Ainsi, le roi, obnubilé par sa proie, se rendait fréquemment dans la forêt, prétextant des chasses, mais cherchant en réalité à retrouver la jeune femme. La reine, de plus en plus suspicieuse, envoya des espions qui confirmèrent ses craintes. Son mari était vu en compagnie de Bertha, et la jeune femme était enceinte. Furieuse d'avoir été trahie par celui qui lui avait volé le trône, la reine ourdit un plan de vengeance. Elle attendit le moment propice lorsque Grim était occupé à repousser une invasion danoise pour envoyer des assassins à la chaumière. Là, ils tuèrent Bertha, son père et l'enfant à naître, enterrant les corps dans une fosse commune. À son retour, Grim se rendit directement à la chaumière, espérant retrouver sa maîtresse. Mais il ne trouva qu'une tombe fraîchement creusée. Fou de douleur, il se précipita au château d'Édimbourg, pensant y retrouver la reine, mais celle-ci était morte. Il comprit alors qu'une seule personne pouvait être responsable du crime, Malcolm III, le roi qui l'avait détrôné. Désireux de venger la mort de sa famille, Grim défia Malcolm III, sans crainte d'être vaincu par celui qui ne disposait même plus d'une armée. Mais Grim était un homme détestable et peu fiable, et il donna de bonnes raisons à ses soldats de ne pas lui venir en aide. Il perdit le combat et la sentence de Malcolm III fut des plus terribles. Pour symboliser la couronne qu'il voulait à tout prix porter, il fit couler du fer sur sa tête, l'aveuglant au passage et provoquant les souffrances les plus intenses. Il fut ensuite enfermé dans les cachots, ne laissant plus passer que des cris d'agonie de celui qui avait gagné et perdu la couronne. Plusieurs siècles plus tard, dans le château d'Édimbourg, une nouvelle inspiration machiavélique entraîna la tragédie connue comme le Black Dinner en 1440. Le roi James II était encore un enfant lorsque le chancelier Sir William Crichton, très jaloux de le voir prendre le trône et désireux de se montrer plus puissant que lui, décida d'organiser un dîner avec les deux amis du roi, les frères Douglas venant d'une riche famille voisine. Leur popularité est source d'inquiétude pour le chancelier et les frères le savent. Lors de ce dîner, la musique résonne, plats se succèdent, les invités oublient la rivalité qui existe entre les deux clans. À la fin de cette soirée, on servit une tête de taureau noir, symbole de meurtre. Les enfants, la découvrant avec horreur, furent emmenés à l'extérieur malgré les protestations du roi, incapable d'empêcher les gardes de commettre l'irréparable et de marquer le château à jamais. Ce dîner est la plus grande inspiration de l'auteur de Game of Thrones pour l'épisode le plus traumatisant de tous,
et je suis sûre que quand j'ai évoqué son nom, la plupart d'entre vous avaient déjà fait le lien. Les faits donnent au château une atmosphère pesante, et les histoires de fantômes se multiplient depuis. On dit que d'anciens prisonniers entraient le donjon, et un joueur de tambour sans tête, mentionné pour la première fois peu de temps avant qu'Olivier Cromwell n'attaque le château en 1650, a également été aperçu. Olivier Cromwell est un tyran qui a pris le trône d'Angleterre et massacré des catholiques irlandais, et pour se venger, les rebelles ont déterré son cadavre, coupé sa tête et l'ont exposé sur une pique pendant 25 ans près du Parlement. Oui, il y avait une tendance pour ce genre de rituel, j'ai l'impression. Bien que de nombreuses personnes aient entendu le battement de son tambour venant des remparts, son apparition physique est rare et présagerait un danger pour le château. Une des histoires les plus tristes est sans doute celle du jeune Piper, nom qu'on donne aux joueurs de cornemuse, envoyé seul dans les sous-sols dans le but de les explorer. Les concepteurs du projet suivaient son cheminement grâce au son de son instrument. Mais à un certain moment, la musique s'est brusquement interrompue. L'enfant ne jouait plus, et malgré des appels répétés pour le faire revenir, aucun écho ne répondait. Les jours se sont égrenés, puis les mois ont passé. Ce n'est que des années plus tard, au XVIIIe siècle, lors d'une autre expédition, que l'on découvrit enfin sa trace. Le garçon semblait avoir continué à jouer de la cornemuse jusqu'à la toute fin. Aujourd'hui encore, les visiteurs affirment parfois percevoir un air lointain provenant des entrailles du site. En 1599, à quelques dizaines de kilomètres de la ville, dans le Lanarkshire, Thomas Weir est né. Il mena une carrière militaire, servant notamment comme officier dans la milice écossaise. Par la suite, il s'établit à Édimbourg, dans le quartier de West Bow. Il devint alors célèbre pour son rigorisme religieux, prêchant avec véhémence dans les rues, dénonçant le vice et professant une piété puritaine extrême. Il se présentait comme un homme de Dieu irréprochable, et son comportement austère lui valut la crainte de la population. Pour inspirer le respect des habitants de la ville, Thomas Weir aimait se promener accompagné d'une canne sculptée, ornée d'une tête de satyre dont il ne se séparait jamais, et cet objet deviendra un élément central du folklore entourant sa légende. Il vivait avec sa sœur Jean, avec qui il semblait avoir une relation très malsaine. Elle affirmait qu'il avait des pouvoirs magiques, que sa canne lui parlait, qu'ils avaient tous les deux volé au-dessus de la ville grâce à des chevaux de feu. Il y a vraiment une gradation dans le délire. En 1670, à l'âge de 70 ans, Thomas Weir tomba gravement malade. Dans ce contexte, il fit une confession en reconnaissant être coupable de multiples crimes, inceste, zoophilie, relations sexuelles avec des femmes mariées, sorcellerie et pacte démoniaque. Les aveux, incluant Jean, furent pris très sérieux à l'époque. Le contexte post-réforme, marqué par une obsession du diable et de la pureté morale, prédisposait la société écossaise à croire en de telles histoires. Les autorités, stupéfaites mais convaincues, emprisonnèrent le frère et la sœur. Thomas Weir fut condamné à mort pour sorcellerie. Il fut étranglé et brûlé vif à l'extérieur d'Édimbourg en avril 1670. Jean Weir fut pendue peu après. Il semble, à la lumière des études récentes, que la sœur était sous l'emprise de Thomas Weir. Après sa mort, la maison des Weir, dans West Bow, fut laissée vide pendant plus d'un siècle. On disait qu'elle était hantée, que la canne de Thomas tapait sur les murs, que des cris et des rires résonnaient la nuit. Walter Scott, célèbre écrivain, mentionne l'histoire dans ses écrits, et elle est restée ancrée dans l'imaginaire populaire comme l'un des cas les plus étranges et inquiétants de l'histoire écossaise. On raconte qu'il y eut autrefois, dans les ruelles étroites de la vieille ville au XVIIe siècle, un frère et une sœur, enfants d'une famille noble déchue, logés tout près du Cowgate. Leur nom s'est perdu, mais pas leur histoire. Le garçon était l'aîné, froid, dominateur. Il était connu pour sa cruauté envers les animaux, ses jeux violents et les disparitions de domestiques qui semblaient suivre ses caprices. Sa sœur, plus jeune, était une jeune fille silencieuse et très discrète. On disait qu'elle ne parlait à personne d'autre que lui et qu'elle ne sortait jamais seule. Un jour, un domestique entendit derrière la porte close de leur chambre des chuchotements, des rires, puis un cri étouffé, et plus rien. On frappa, on entra, on ne vit rien, mais peu après la rumeur se répandit. Frères et sœurs partageaient leurs couches. Des enfants disparus, un valet devenu fou, une femme enceinte disparue dans la nuit, tout semblait graviter autour d'eux et des éléments surnaturels commencèrent à effrayer les membres de leur famille. Alors, la justice populaire s'en mêla, pas celle des tribunaux, celle du vieux droit noir de la ville, celle qui se rend dans la cave d'un bourreau au menton sale et qui paye avec des pièces noircies par le péché. Ils vinrent un matin, une poignée d'hommes, pas de toge, pas de prêtre. On ne sait pas ce qu'on leur dit, on ne sait pas s'il y eut un procès,
Mais ce que l'on sait, c'est ceci. Un coffre grand et épais fut commandé. On y perça des petits trous pour laisser passer les âmes, disait-on en riant. On y jeta le frère d'abord, il cria, hurla, gronda comme une bête, puis la sœur, tremblante, les yeux ouverts mais déjà ailleurs. On referma, on cloua, on scella, et on le poussa en pleine nuit dans le Norlock, le grand marais stagnant où on jetait les cadavres, les sorcières et parfois les vérités gênantes. La vie à Édimbourg se jouait à 2 niveaux. À la surface, qu'il soit de la cour ou qu'il soit de la pègre, les habitants luttaient contre les conditions sanitaires responsables des épidémies. Les voûtes souterraines, ou vaults, étaient originellement exploitées dans l'objectif de stocker les produits des commerçants, mais ils servaient également de dortoirs aux sans-abri. Rapidement, les vaults étaient soigneusement évités par les autorités et ils se sont transformés en lieux de dépravation. La ville était gagnée par les épidémies et il fallait trouver un lieu pour mettre les gens en quarantaine. De l'autre côté de la route, sous le Royal Mile, on enfermait des hommes, des femmes et des enfants. Dans n'importe lesquels de ces souterrains, les habitants étaient obligés de vivre dans des conditions déplorables, propageant des maladies et ne mangeant que pour survivre, coupés du monde. Par la suite, les souterrains ont été le repère d'occultistes pratiquant des cérémonies sacrificielles. Ils ont également servi à héberger des tavernes, dont on retrouvait facilement l'ambiance en se promenant dans les salles des sous-sols. En parcourant les forums, j'ai trouvé un témoignage récurrent. Il y aurait une entité invisible ressentie dans une voûte précise, souvent décrite comme un silence écrasant, suivi d'un sentiment de terreur intense. Les témoins évoquent des pas qui approchent, un souffle sur leur nuque ou une présence qui attend que vous partiez. Ils n'attaquent pas, mais ce regard oppressant aurait fait fuir guides et visiteurs. Un guide aurait démissionné après avoir été poursuivi par une présence. Dans certaines voûtes plus petites, des rires ou des pleurs d'enfants auraient été entendus, parfois même des coups sur les murs. Selon une version du mythe, des enfants abandonnés y auraient été enfermés au XIXe siècle, soit par des trafiquants, soit lors d'un incendie dans les niveaux supérieurs. Certaines personnes disent avoir senti de petites mains les tirer par le bas du manteau ou du pantalon. Une voûte utilisée par un groupe de néo-païens dans les années 1990 pour des cérémonies a été abandonnée brusquement après une série d'événements. Bruit inexpliqué, lumière s'éteignant d'elle-même, attaque physique et apparition sur les photos. La pièce était marquée par un cercle de pierre au sol censé ne pas être franchi. Si vous avez vu la vidéo de JD sur ce sujet, vous savez. Aujourd'hui, certains guides refusent d'y entrer seuls. En 1998, l'une des guides d'un tour a vécu une expérience marquante. Elle était seule avec un petit groupe dans la voûte du fond, celle avec le cercle de pierre. Elle les avait prévenus, comme toujours, de ne pas y entrer. Le cercle n'est qu'un cercle, elle le sait, mais elle ne plaisante jamais avec cette voûte. Une fille a ri doucement, a posé un pied dedans. Rien. Alors elle a mis les deux. Elle a senti l'air changer. Plus froid, immobile. Elle n'entendait plus le reste du groupe. La fille s'est figée, ses yeux sont devenus immenses, puis elle s'est mise à crier. Pas comme quelqu'un qu'on surprend, comme quelqu'un qu'on pousse dans le vide. On l'a tirée de là, elle a continué à hurler tout le long du retour, jusqu'à la sortie. La guide ne se l'est jamais expliqué. Mais le lendemain, elle a trouvé ses empreintes, profondément marquée à l'intérieur du cercle. Et une autre, plus grande, juste derrière elle. Ce n'est pas le seul témoignage. Un autre vient de 2 touristes en 2003. Il faisait noir, mais ils avaient tous une petite lampe torche. La guide leur avait fait visiter les pièces principales des voûtes, puis elle s'est arrêtée dans un couloir qui donnait sur une cellule plus étroite, au fond. Là, ils ont vu une silhouette. Un homme immobile debout dans l'ombre. Il portait une sorte de long manteau ou une cape peut-être. Il ne bougeait pas, la guide n'a rien dit et elle n'avait pas l'air de le voir. Quand ils ont braqué leur torche sur lui, la lumière passait à travers, comme s'il n'était pas là. Puis il a disparu. L'un des membres du groupe a failli vomir. Il disait qu'il avait la sensation d'être regardé depuis plusieurs minutes, mais pas par un homme, par quelque chose de très ancien. Il y a aussi le récit d'un employé en 2015. Il est responsable de la fermeture des voûtes le soir. Une fois les derniers groupes partis, il fait un dernier tour seul pour vérifier que tout est bien fermé. Ce soir-là, il était dans la voûte numéro 5, vide, sauf qu'il a entendu des petits pas derrière lui, très rapides, comme ceux d'un enfant. Il a pensé à un visiteur oublié, il est revenu sur ses pas, il a fouillé chaque recoin. Personne. Puis en s'éloignant, il a entendu un rire d'enfant. Il n'y avait rien d'enfantin là-dedans. Il était trop bas, trop creux, comme si quelqu'un imitait un enfant. Il a refermé la voûte et il n'est plus jamais remonté seul depuis ce soir-là.
il y a un autre témoignage trouvé sur internet. Pendant le tour, on a quitté la pièce principale et on est descendu le long d'un couloir menant à une autre voûte. Mon frère et moi étions à la fin du petit groupe. Le guide racontait son expérience personnelle dans la pièce. J'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose dans le couloir derrière nous. Et puis, quelque chose a tiré mon sac. Juste quelques petits coups rien nécessairement agressifs mais qui semblaient vouloir attirer mon attention. À ce moment précis, j'ai entendu un souffle profond et guttural, juste derrière mon frère et moi. Je l'ai regardé et chuchoté. Tu as entendu ça? Il a juste acquiescé. On a tous les deux commencé à vérifier le couloir, mais il est impossible pour qui que ce soit de voir dans l'obscurité de ces voûtes. C'est un passage long et continu de plusieurs dizaines de mètres vers une autre pièce. Le son était tout près de mon oreille et n'était définitivement pas celui d'une personne qui s'éloignait ou qui observait notre pièce. C'était un cri de colère qu'aucun des membres de notre groupe n'a fait. On reste dans la ville pour aller visiter le cimetière de Greyfriars. La construction du cimetière de Greyfriars Kirkyard remonte au XVIe siècle. En 1679, il connaît un épisode traumatisant puisqu'il est transformé en prison pour quelques centaines de presbytériens pratiquant du protestantisme évangélique écossais. Dans un contexte de guerre de religion, les 400 prisonniers sont persécutés avec beaucoup de violence sous les ordres de Charles II. À l'époque, un homme est désigné pour s'occuper d'eux et prend plaisir à les brutaliser. Son nom est George Mackenzie, une sorte de scélérat d'antan, et par la suite il a eu droit à son mausolée dans le cimetière. En 2003, 2 adolescents de 15 et 17 ans ont profané sa tombe et volé un crâne, avec lequel ils ont joué au foot. Depuis cette nuit-là, d'autres épisodes d'horreur se sont produits dans les environs. Une femme a été retrouvée inconsciente et recouverte de bleu sur le cou. D'autres trouvent des contusions sur leur corps en l'absence d'événements tangibles. Des bruits mystérieux se font entendre, des cris, des souffles, des voix désincarnées. Certaines personnes jurent même avoir vu des silhouettes pâles et immobiles disparaître au loin. Tous relatent cette sensation de froid intense qui vient ronger les os des plus courageux. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agissait du poltergeist de Mackenzie, qui continue de semer la terreur depuis son mausolée. Les événements ont été si traumatisants que le maire a pris la décision de sceller la porte du mausolée pour qu'il cesse d'effrayer les visiteurs. En 1998, un sans-abri cherchant à se protéger du vent glacial de la froide nuit d'hiver, posa les mains sur une tombe très abîmée. Dès qu'il a mis les mains sur sa tombe, le sol s'est mis à trembler. Il s'est ouvert sous ses pieds. Le pauvre homme est tombé dans une tombe remplie de victimes de la peste. Si les événements paranormaux étaient moins présents avant cette date, il n'a sans doute pas été la seule cause de ce réveil étrange. Avant qu'une loi régisse l'utilisation médicale des corps du cimetière, médecins et résurrectionnistes venaient régulièrement ouvrir les tombes pour leur pratique. Le cimetière est le lieu où les phénomènes inexpliqués sont parmi les plus documentés, et sa sombre histoire nous permet de comprendre pourquoi. Le château de Stirling est un dédale de pièces, une odeur mélangée de poussière, de vieilles pierres et d'herbes coupées. Le château revêt une atmosphère particulière, surtout la nuit. Lorsque les touristes sont peu nombreux, on peut facilement se retrouver isolé dans l'immensité du lieu, et rapidement le moindre bruit de pas est suspect. Dans certaines pièces visitées essentiellement par les employés, les poignées se tournent mystérieusement sans qu'il n'y ait personne de l'autre côté de la porte. Les portants à vêtements sont fréquemment retrouvés par terre et les fenêtres vibrent sans raison apparente. C'est aussi le château dans lequel Mary Stuart, Queen of Scots, a passé les 5 premières années de sa vie et y a séjourné ensuite pendant son règne. Et comme les mystères ne sont jamais loin d'elle, il y aurait au moins 2 dames qui parcourent régulièrement les lieux, dont la plus célèbre est la Dame Verte, emblématique du château, qui aurait été aperçue par de nombreux touristes et professionnels. Certaines fois, elle serait accompagnée d'une odeur de fumée. Elle ferait écho à un violent incendie qu'aurait prédit une servante dans un rêve, et voulant protéger Mary Stuart, elle veilla toute la nuit. Mais trop épuisée, elle finit par s'endormir, laissant tomber une bougie qui mit feu aux tentures du lit royal. La reine survécut, mais pas la servante. La Dame Rose serait associée à une présence mélancolique qui aurait gardé le château avec son mari contre l'assaut de Édouard I en 1303. Elle dégagerait un parfum de rose lorsqu'elle s'approcherait des visiteurs. D'autres témoignages racontent l'apparition d'un soldat dans une tenue rappelant le régiment des Argyle, et la plus sordide de toutes les histoires est sans doute celle du garde retrouvé mort à son poste en 1820, la bouche grande ouverte, une expression de terreur sur le visage.
Depuis ce jour, des bruits de pas sont entendus dans la pièce qui est au sous-sol, comme si le garde continuait inlassablement sa ronde. C'est encore une histoire qui inspire Game of Thrones et montre que la sécurité des nobles a été troublée pendant des siècles à cause des guerres de clans. Le château a été construit au Moyen-Âge, mais c'est au XVIIe siècle que son histoire prend forme, alors qu'il est détenu par le clan Campbell, dont on va reparler plus tard. Les Campbell détestaient formellement les MacDonald, au point où ils commettaient des massacres, chacun leur tour. Cette fois-ci, les Campbell détenaient le château légitimement, accompagnés de leurs domestiques. Mais un climat de tension permanente laissait soupçonner n'importe qui, à raison puisque parmi eux se cachait un cousin du clan MacDonald, qui était envoyé au château comme espion pour son clan. S'il était sur le point de se faire démasquer, son unique moyen pour prévenir de son éventuelle capture était de jouer un air de cornemuse. Lorsqu'il a été trahi par l'un de ses compères, les Campbell ont choisi d'être cruellement intelligents. Ils lui ont coupé les doigts pour l'empêcher de sonner l'alerte. Il aurait été laissé là et depuis, il entrait le château avec sa cornemuse. Un squelette sans doigts aurait été retrouvé sous les dalles de la cuisine en 1870. Mais je donne ces informations avec beaucoup de pincettes. Il y a eu de nombreuses séances d'exorcisme qui n'ont rien arrangé à la situation. Au-delà de son histoire, le château est très impressionnant à voir, alors qu'on ne peut l'observer que de l'extérieur. Il appartient depuis 1792 au clan Malcolm de Poltalloch. Il est à noter que le clan, qui s'appelle en fait Malcolm, descend du roi Malcolm III qu'on a évoqué dans l'histoire du régent qui s'est fait couler une couronne sur la tête. L'Écosse est vraiment un tout petit monde. Ou peut-être est-ce parce que ces familles portent en elles une histoire qui marque toutes les générations à venir. Nous avons eu envie de dîner dans cette ancienne auberge située près du Loch Lomond et qui semble authentique. Avant même d'y entrer, on peut voir que les pierres sont d'origine. À l'intérieur, le décor annonce la couleur. L'auberge nous permet d'évoluer dans 3 ou 4 pièces à la lumière tamisée, desquelles on s'attend à entendre une fenêtre claquer ou une porte grincer. Pourtant, l'ambiance est chaleureuse et les serveurs sont charmants. Si nous n'avons rien vu de paranormal, ou presque, en parcourant internet, j'ai remarqué quelques témoignages, dont celui d'une personne qui a dormi dans une chambre et a souhaité avoir une discussion avec un serveur. Il me raconte alors l'histoire d'une jeune fille au début du 19e siècle qui jouait avec sa poupée près de la rivière Falloch, qui se trouve juste derrière le Drovers Inn. La poupée de la jeune fille tombe à l'eau. Malheureusement, la veille, des pluies torrentielles avaient fait gonfler la rivière, d'habitude peu profonde, et en voulant récupérer sa poupée, la jeune fille fut emportée par les courants et disparut dans les eaux glacées. Une équipe de chercheurs composée de sa famille, d'agriculteurs locaux et de passeurs de bétail l'a finalement retrouvée juste en aval du cours d'eau, mais il était trop tard pour la sauver. Ils portèrent son corps sans vie au Drovers Inn et la déposèrent sur le lit de la chambre numéro 6. Elle resta là pendant que sa famille en deuil préparait le lieu de sépulture dans le cimetière voisin. Depuis cette histoire, certains invités qui ont dormi dans la chambre 6 ont été réveillés la nuit après avoir senti un petit corps glacé et humide à côté d'eux dans le lit. D'autres ont vu le fantôme de sa poupée cherchant désespérément après sa propriétaire. D'autant qu'il me raconte d'autres histoires liées au Drovers Inn, dont celle de George, un ancien habitué dont les cendres ont longtemps été gardées près de la cheminée du pub, et celle d'un passeur de bétail qui a été assassiné dans les années 1750 et dont le fantôme vagabonde dans l'auberge tard dans la nuit en hurlant de douleur. Il me dit aussi que des invités ont déjà vu apparaître au pied de leur lit pendant la nuit au Drovers Inn une famille entière dont le petit garçon s'agitait fiévreusement. On voit bien que les locaux sont touchés par les histoires liées à ce lieu. Même s'il cultive la tendance, c'est un bâtiment qui est resté pratiquement intact depuis des siècles et ce n'est pas un lieu accaparé par les touristes. La nourriture est bon marché et tout le monde se prend à raconter des histoires d'horreur au comptoir ou à sa table. Les inconnus n'ont pas peur de discuter des croyances qui entourent l'auberge et c'est agréable. Si cette vallée est prisée pour la beauté de ses paysages, c'est d'ailleurs pourquoi elle a été choisie pour abriter la cabane d'Hagrid, son histoire est sombre puisqu'elle a mis en œuvre le piège tendu par un clan à ses rivaux. Le 13 février 1692, les Campbell étaient missionnés par le roi Guillaume III pour récupérer les taxes qu'une famille située dans la vallée avait payées avec quelques jours de retard. N'allez pas croire que ce retard était le fruit de leur mauvaise volonté, l'homme chargé de donner l'argent en main propre avait été ralenti par un allié du roi. Un des hommes du clan étant un proche parent des MacDonald, il avait demandé l'hébergement avec ses pairs, qui étaient 72 au total. La famille avait accepté, et les hommes avaient donc reçu le couvert et le lit dans la vallée. L'hiver écossais frappait fort, et les murs étroits de leur maison permettaient de ramener davantage de chaleur humaine. Pourtant, l'objectif n'était pas de profiter de l'air frais, de la montagne, ni de renouer avec la famille rivale. Ce tour leur a permis d'infiltrer le village pour exécuter les ordres du commandant de l'armée dont on peut lire la lettre. À 5h du matin,
Il devait massacrer toutes les personnes appartenant au clan adverse. Le chef du clan a été tué en essayant de sortir de son lit, et au moins 40 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été victimes de leurs actes. C'est un événement qui restera à jamais dans la mémoire des Écossais et qui sera qualifié la même année de meurtre en confiance, ce qui entraînera la condamnation du commandant et des soldats. On dit que la vallée de Glencoe est aujourd'hui hantée et que certains promeneurs entendraient les plaintes des anciens habitants attaqués pendant la froide nuit de février 1692, portant le nom de massacre de Glencoe. Il est aujourd'hui la plus belle ruine que je n'ai jamais vue. Envahi par la végétation, les arbres et la mousse, le lieu est presque enchanté et offre la possibilité de déambuler dans les couloirs et les pièces métamorphosées par le passage du temps. Il ne reste plus que des murs de pierre et pourtant, on s'imagine sans difficulté dans le château du XIXe siècle. Il y règne parfois une atmosphère glaçante quand on s'enfonce un peu trop loin dans les ruines. Au milieu du château, les branches des arbres grinçaient, sans avoir l'air de se balancer. Le château a été construit en 1848 pour une famille de nobles dont le premier avait brûlé. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il fut transformé en hôpital pour accueillir les blessés ou les prisonniers, dont le plus emblématique fut Rudolf Hess, le second d'Hitler, qui partait en 1941 à la recherche d'un accord de paix avec le dirigeant de l'époque en Écosse, lui-même en opposition avec le Premier ministre britannique. L'adjoint d'Hitler fut emmené dans le château et est reparti libre. Il a vécu plus de 90 ans avant de prendre la décision de se suicider. Le château a été transformé en hôtel en 1955 avant de perdre son toit dans une tempête. Pour éviter de payer une taxe supplémentaire, le toit n'a jamais été reconstruit et le château a été abandonné. Il est beaucoup visité et les gens entendraient les aboiements des chiens qui ont péri pendant un incendie. Le château a été construit au XIXe siècle pour Sir Lennox et a été transformé ensuite en hôpital pour des personnes ayant des troubles d'apprentissage à partir de 1936. Il était considéré comme le plus grand de tous les hôpitaux psychiatriques du pays. Malgré le nombre de chambres et les moyens déployés, le personnel s'est fait de plus en plus rare et les patients de plus en plus délaissés. Il y a eu d'abord des formes de négligence, et celle-ci s'est mise en torture sur des enfants comme des adultes, justifiés par leur inadaptation à la société. Le témoignage de Hughie McIntyre est un bon exemple de ce qui se passait dans le château. C'est un enfant adopté qui a été envoyé à Lennox à l'adolescence, et sans jamais obtenir d'explication, sa famille d'accueil éprouvant des regrets a sûrement trouvé un moyen détourné de l'abandonner. Il y est resté 16 ans, sans recevoir de visite. C'était autant d'années pour comprendre que n'avoir jamais été désiré rimait avec le fait de subir au quotidien les mauvais traitements des employés, à la fois victimes et coupables du système. Frappé, isolé, affamé, il ne s'est jamais vraiment remis de son séjour dans l'établissement. Alors âgé, il faisait toujours des cauchemars en pensant à ce qu'il vivait. L'hôpital a fermé en 2002 après les nombreux témoignages d'indignation et il est depuis abandonné. Il est possible de rentrer à l'intérieur et de nombreux visiteurs s'aventurent dans l'escalier de service ou grimpent au mur. Construit au XIIIe siècle pour repousser les Vikings, ce château a été le théâtre d'une des batailles menées par les Jacobites 500 ans plus tard, eux-mêmes étant supportés par une bonne partie des catholiques d'Europe, dont les Néerlandais, les Français et les Espagnols. Il a été bombardé en 1719 par les Anglais, et un des soldats espagnols répondant au doux nom de Carlos entrait encore les lieux, et en particulier le magasin de souvenirs, sa tête sous le bras tel l'adversaire le plus redoutable de nez quasi sans tête, pour terrifier les touristes. D'autres sources disent qu'on entendrait simplement des bruits de pas alors que le magasin est fermé. Voici d'ailleurs un témoignage. Je travaillais à la boutique de souvenirs du château depuis quelques mois. Un soir d'hiver, alors que je fermais seule, j'ai entendu des pas lourds dans le couloir. Pensant qu'un visiteur s'était attardé, je suis sortie pour vérifier. Personne. Mais une brise glaciale soufflait, et une odeur de poudre flottait dans l'air. En revenant, j'ai aperçu une silhouette dans l'embrasure de la porte. Un homme en uniforme ancien, tenant sa tête sous le bras. Il m'a regardé, ou du moins sa tête l'a fait, puis il a disparu. Depuis, je ne ferme plus jamais seule. Si ce témoignage me semble tout à fait discutable, d'autres personnes ont ressenti des frissons, une soudaine mélancolie, ou assisté à des phénomènes terrifiants beaucoup plus crédibles. Dans un hôtel près du château, un homme dit avoir aperçu la Dame Blanche dans la chambre nord qui lui aurait murmuré quelque chose avant de disparaître, laissant derrière elle une sensation de vide. Elle correspondrait à l'esprit de Lady Mary, une noble morte de chagrin dans le château. D'autres personnes auraient défailli en s'approchant de la cuisine, qui aurait déclenché une profonde angoisse, jamais ressentie auparavant et les poussant à sortir sans réfléchir. Qui
qui a dit que le Loch Ness avait le monopole des bêtes aquatiques étranges ? Le Loch Lomond abriterait l'une des créatures les plus emblématiques du peuple écossais, qui remonte à bien des siècles, contrairement à Nessie qui a fait sa première apparition au XXe siècle. Les kelpies sont des chevaux aquatiques qui peuvent prendre une forme humaine pour séduire les marins et les emmener sous l'eau. Ça rappelle la sirène, mais il y a beaucoup plus d'intérêt à se laisser séduire par une kelpie, parce que si on arrive à le chevaucher et à remplacer sa bride, on le possède, et quand on sait qu'il serait 10 fois plus fort qu'un cheval classique, qu'il serait totalement dévoué à son maître, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un certain nombre de caractéristiques dignes d'un des meilleurs Zelda, mais je ne peux pas toutes les citer parce que la liste est longue.